dans le rayon de la bibliothèque. Ici et là, je tirais des documents, je lisais. Finalement, ça m'a captivé. Et la sociologie m'a absorbé. Et à partir de ce moment, sans le certificat d'études, j'ai essayé de continuer les études malgré tout. J'ai fait ma licence de lettres, licence de philosophie, suivi de la maîtrise de sociologie dont le professeur Lee était le directeur, suivi d'un DEA en anthropologie dont le professeur Diop était un directeur, qui est le directeur de l'IFRAN. Décidément, les Diop et moi, il doit y avoir une sorte de contrat qui ira peut-être certainement plus loin que ça. Eh bien, c'est arrivé comme ça. Nous nous sommes mis au travail et Dieu sait que ce n'était pas facile. Aujourd'hui, le fait d'être devant vous, je suis victime de deux influences, l'influence de l'uniforme militaire et l'influence du livre, la sociologie, m'amène aujourd'hui au pied de ces maîtres du savoir, dans votre sanction, que je souhaite, je le dis bien, parce que la peur, pas la peur, mais l'émotion, c'est une chose partagée. Donc, j'attends cette sanction avec beaucoup d'émotion et je souhaite que si je dois être guillotiné ou si le couperet doit me trancher la gorge, je souhaiterais que ce ne soit pas cette fois-ci, mais à ma prochaine prestation. Voilà pour le cursus. Mes motivations, c'est très simple. Dans un pays musulman, à 95%, les statistiques sont fluctuantes. À 95%, c'est étonnant de voir que les gens ne se tolèrent pas, que les voisins s'entre-déchirent, que deux frères s'affrontent, etc. Tout cela m'a ému et m'a amené à me poser des questions. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas vivre en bonne communauté, en bonne entente, dans un pays où tout le monde se connaît? Alors j'ai cherché à savoir. A priori, je me disais que c'était une religion, mais c'est facile à dire, il faut s'en convaincre. Et pour m'en convaincre, pour nous en convaincre, nous avons fait un diagnostic. Le diagnostic, c'est la recherche qui est là, et pour, une fois que le diagnostic est terminé, il faut bien lui trouver un support. Et bien le support à Dakar, à l'UQAD de Dakar, il me fallait faire 2 thèses comme ça pour arriver à l'objectif que je m'étais fixé. Il n'y avait pas le régime unique, il fallait que je trouve quelque part où je pourrais m'inscrire. Et Paris 12 m'en a offert l'opportunité, et le professeur Diop m'a accueilli, m'a écouté, a accepté de suivre la thèse en direction avec le professeur Boubacar. À ce niveau, je vous remercie pour votre disponibilité et surtout votre égale rigueur dans l'exécution de ce travail. Donc voilà mes motivations et mon cursus. Une fois que cela est établi, il fallait bien se mettre au travail. Et ce n'est pas le plus facile. Nous nous sommes mis au travail, les difficultés, elles sont nombreuses. J'en citerai simplement 4 qui peut-être pourront édifier suffisamment cet auditoire. La première difficulté, elle est d'ordre environnemental, c'est-à-dire le terrain. La deuxième difficulté, elle se rapporte au matériel. La troisième difficulté, c'est le budget. La quatrième difficulté, elle est personnelle, elle se rapporte à notre état général. La première difficulté, c'est le terrain. 2 années successives, le Sénégal a été victime à la fois et simultanément d'une attaque acridienne et d'une inondation. Mes enquêteurs et informateurs que j'avais déjà mis sur le terrain ont été immobilisés. Par conséquent, le travail ne pouvait plus avancer. Nous avons été obligés d'arrêter les investigations par la méthode du questionnaire. Donc, à ce point de vue, difficulté du terrain, c'est classé. La difficulté du matériel, c'est notre ordinateur. Notre ordinateur, nous avons été victimes d'une attaque. Pas d'une attaque acridienne, mais d'une attaque de virus. Un travail de 2 ans nous est passé sous, excusez-moi l'expression, sous la barbe, comme on dit dans le jargon militaire. Donc nous avons perdu 2 ans de travail qu'il fallait essayer de reconstituer.
nous avons été sur le bord de l'abandon. Abandonné ce travail-là parce que nous ne voyions plus la possibilité d'aller au-delà. Mais nous avions un contrat d'honneur avec ces deux hommes, le professeur Diop et le professeur Lee, un contrat que nous ne pouvions pas trahir. Il nous fallait donc poursuivre et poursuivre de la meilleure manière. Et donc nous avons continué ce travail-là et nous saisissons l'occasion pour remercier l'école doctorale de Paris-Est, de nous avoir accordé la possibilité de poursuivre, parce que j'ai été au-delà, nous avons été au-delà des 3 ans, qui finalement nous ont permis de terminer ce travail. Donc, une fois que tout cela est fait, il restait le budget. Et bien le budget, nous avouons que nous n'avons reçu aucune aide, et nous attendions de certaines sympathies qui ne se sont pas manifestées. Finalement, nous l'avons fait tout seul. Le 4e et dernier point pour ce qui concerne les difficultés, c'est notre état général. Notre état général avec notre compagne, c'est la Cannes, et il nous fallait nous mouvoir, il nous fallait nous déplacer, il nous fallait faire tout ce qu'un enquêteur, informateur devait faire, nous l'avons fait nous-mêmes. Parfois, notre, disons, physique nous a chatouillés et nous a poussé vers aussi l'abandon. Une deuxième fois, nous avons frôlé un peu l'abandon. Mais l'espoir d'avoir un jour, en face de moi, d'éminentes personnalités pour juger de mon travail et le sanctionner, m'a donné le courage encore de poursuivre. Donc, j'ai poursuivi, nous avons poursuivi ce travail-là, et finalement, nous l'avons achevé et nous remercions la Providence pour cela. Le 3e point sur les 5 que j'ai énoncés concernant la présentation, le 3e point, eh bien, le 3e point, c'est la méthodologie. Elle n'est pas plus simple, disons qu'elle est les deux à la fois, simple et passante. La procédure traditionnelle, c'est de travailler et le terrain et la documentation. Nous nous sommes mis à cette règle-là, mais plus de questionnaires. Nous nous sommes orientés vers l'entretien semi-directif. L'entretien semi-directif, il est à la fois agréable et à la fois gênant, parce que ce n'est pas toujours que vous avez la réponse que vous attendez. Donc l'entretien semi-directif, et nous avions comme plan pour exécuter tout cela, nous avions 3 questions pour essayer de maîtriser ou de mettre en forme tout ce travail-là. La première, c'est de savoir, nous avons cherché dans l'étendue du Sénégal quels sont les îlots de confrériques qui existent. C'est la première tentative, c'est donc ça le guide de notre entretien. Le deuxième point, de savoir quels sont les contacts, quels sont les échanges entre ces îlots. Et le 3e point, ces îlots pris d'un côté, le rapport avec l'administration locale. Voilà les 3 points de guide. Eh bien, nous nous sommes mis à ce travail-là et nous avons essayé de faire en sorte qu'il soit mené à bout. Eh bien, ça n'a pas été non plus, à ce niveau-là, ça n'a pas été non plus très facile. Ensuite, nous avons essayé, dans la mesure du possible, après avoir rassemblé toutes ces données-là, nous nous sommes mis à rédiger au fur et à mesure que nous enregistrions ces données-là, nous nous sommes mis à les consigner dans notre bréviaire. Après cette tentative de mise en ordre de notre affaire, nous avons vu qu'il y avait lieu d'aller plus vite, parce qu'il ne nous restait plus longtemps. Alors, c'est en ce moment qu'intervient la 3e phase de notre culture, c'est la documentation. Eh bien, la documentation, nous l'avons cherchée où nous avons pu la trouver. Nous avons vu en ligne, nous avons été en bibliothèque universitaire, nous avons été dans les centres culturels. Tout cela rassemblé nous a permis d'élaborer, comme vous l'avez vu, une bibliographie, certes peut-être pas complète, mais une bibliographie quand même, qui essaie de rassembler l'ensemble des données que nous avons mises en évidence. Maintenant, le 3e point, le 4e point, après donc la méthodologie, c'est les résultats auxquels nous sommes parvenus. Eh bien, les résultats sont au nombre de 5. D'abord, une pluralité de cellules religieuses. C'est le premier point.
Le deuxième point, une sorte de cloisonnement des khalifes qui fait qu'ils n'échangent pas. Le troisième point, c'est l'absence des khalifes dans les politiques publiques de l'État. Le quatrième point, ce que nous avons appelé le syndrome de la préséance, c'est une sorte de quête de notoriété aussi chez les khalifes, disons, chez les cellules religieuses. Le cinquième point, c'est la lassitude des populations. Pour le premier point, donc je vais commencer par le premier point de ces cinq-là. Le premier point, c'est la pluralité des cellules religieuses. En plus des 4 confréries que vous avez une multitude, disons 10 ou 15 foyers autonomes, nous les appelons comme ça, répartis dans les différentes confréries, n'est-ce pas? Enfin, disons, répartis dans les différentes voies, parce que les confréries c'est une chose, et les voies dans ces confréries c'est une autre chose. Donc nous avons une pluralité de foyers autonomes. À côté de ces foyers autonomes, nous avons quelques balbutiements de chiites au sud du Sénégal, donc en Casamance. Nous avons les Ibadur Rahman et les Wahhabites. Nous avons un nouvel apôtre qui se dit le dernier prophète de Dieu sur terre. De ce point de vue, nous n'avons pas de commentaire, mais nous rappellerons simplement que le prophète de Dieu sur terre, il y a le livre de référence qui est le Kamil, qui est donc le Coran, qui dit dans sa sourate 33, verset 40, je crois, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète sur terre. Nous n'avons pas de commentaire, puisque cet éminent homme qui a créé la mosquée, si vous avez fait attention, nous avons parlé de mosquée de la divinité, c'est cet érudit-là qui a créé cette mosquée de la divinité. Deuxième point, les khalifes ne se fréquentent pas. Ils ne se fréquentent pas à tout point de vue. Autrement dit, il peut arriver, je prends un cas extrême, que khalifes disparaissent, mais les autres khalifes, ça ne les fait pas bouger, mais ils envoient une délégation. C'est-à-dire, ce soir, le porte-parole accompagné d'une délégation assez importante qui va présenter les condoléances, ça s'arrête là. Mais le khalif, il ne bouge pas, il ne quitte pas son fief pour aller présenter les condoléances à un khalif ou aux parents d'un khalif qui a disparu. Mais il y a que cette atmosphère-là, elle est gênante pour les adeptes regardants, mais elle ne semble pas déranger beaucoup d'autres dans d'autres sphères. Donc ça c'est la fréquentation, c'est le deuxième point sur les 5 que je présente. Le troisième point, c'est la quête effrénée de la préséance, c'est une sorte de course vers la notoriété. Ça se retrouve de façon évidente au niveau des jeunes marabouts autour de la famille des khalifes, et à un moindre degré moins visible au niveau des khalifes eux-mêmes. Les jeunes, ils sont talentueux, ils sont éloquents, ils ont de l'audience parce qu'ils ont de la suite, ils ont un peu des adeptes, et chacun cherche la meilleure bille pour aller vers le pouvoir. Si vous avez vu là-dedans, on parle de marabout ou gourou. Eh bien, marabout ou gourou, c'est ce groupe-là, et ça ne trompe personne, c'est la quête de notoriété. Le quatrième point, c'est ce que les uns et les autres nous avons, le cinquième point, parce que là c'est le quatrième point. Alors, le cinquième point de cette liste-là, c'est la lassitude des populations. Lassitude des populations, ce que hier et avant-hier, il y a quelques années, aucun au Sénégal, parlant des confréries, n'osait penser, aujourd'hui, tout le monde le pense. Beaucoup, pardon, excusez-moi, quand je généralise, c'est pas gentil. Beaucoup de gens le pensent, certains même vont plus loin, ils le disent. Ils le disent et ils le disent à qui veut l'entendre. Ils le disent à qui veut l'entendre et la presse en fait chez Choubra. Eh bien, la presse, au passage, je la félicite pour ce qu'elle fait comme travail d'information et d'éducation. C'est notre point de vue. C'est peut-être pas le point de vue de tout le monde et elle le fait à ses dépens. Voilà pour ce qui concerne le quatrième point. Maintenant, les perspectives. Les perspectives, j'ai dit envisageables ou envisagées. Nous les envisageons dans notre mental, mais envisageables au plan général. De quel point de vue ça se dit? Ce que nous avons fait ici, nous considérons
que ce n'est qu'une amorce, nous n'avons rien approfondi, peut-être, mais ce n'est qu'une amorce de tout ce qui se fait. Alors, la perspective, c'est quoi? La perspective, il faut aller au-delà, au-delà de ce que nous avons fait. À l'intérieur, si c'est bien lu, nous avons parlé de secret d'archives. Mais dans le secret d'archives, il y a 1001 voies d'investigation possibles. Eh bien, il s'agit simplement qu'on le s'y mette. Quelle procédure? 2 voies. Des intellectuels d'un côté et des groupes de discussion de l'autre. Les intellectuels refont un peu l'itinéraire de l'islam dans le Sénégal, comment il est entré, comment il est géré, où il a été géré, comment on le gère actuellement. Comparaison. Voilà ce que les mutations possibles, il faut les envisager, il faut avoir le courage de le dire, et c'est plus difficile à faire. Voilà pour les intellectuels. La deuxième voie, c'est les groupes de discussion. Au niveau national, c'est plus pratique. Les groupes de discussion se mettent ensemble, que ce soit au Sénégal, que ce soit à l'étranger. Il y a partout des associations. On réfléchit sur l'actualité. Ça, c'est le pratique. L'autre, c'est l'intellectuel, c'est un peu plus élevé. Alors, en additionnant le pratique et l'intellectuel, on arrive à quelque chose, à une synthèse qui permettra de se mettre en association et de discuter en assise nationale, conseil national, on l'appelle comme on veut, mais c'est l'addition, la jonction de ces 2 réflexions qui pourrait peut-être un jour engendrer un Sénégal sans partition tranchée. À quoi ça servirait de le faire? Ça donnerait aux imams, aux chefs de cellules religieuses, ça les amènerait à réfléchir et à voir dans quelle direction on peut envisager des mutations. Ça va sensibiliser les adeptes dans leur façon, dans leur processus d'affiliation. Et ça va amener une nouvelle relecture de ce qu'est le confrérie, contenu, concept et destination. C'est une nouvelle relecture. Mais tout ça, pourquoi faire? Eh bien, messieurs les honorables membres du jury, tout cela nous amène simplement à formuler 3 vœux. Quels sont ces 3 vœux? Premièrement, arriver, quand on a fait tout cela, arriver, et c'est possible, à un Sénégal sans partition tranchée. Les confréries ne disparaîtront pas. Nous avons proposé un schéma de réorientation qui pourrait, lorsqu'il est étudié, si on réfléchit là-dessus, on pourra trouver une voie pour ramener une convergence entre les confréries pour un meilleur état, pour une meilleure gestion de l'islam au Sénégal. Ça, c'est le premier point des 3 vœux que nous avons émis. Le deuxième vœu, eh bien, c'est une possibilité également de faire une pratique d'un islam moins ombrageux. Parce qu'actuellement, vous faites de l'islam, mais il y a des endroits où vous ne pouvez pas dire que je suis tijane, encore moins dans d'autres que je suis laïen. Donc c'est cette réserve, cette retenue, cet enfermement dans une situation où l'on devait ouvrir vraiment les bras et accueillir l'autre, qui est un peu gênant. Donc une pratique d'un islam moins ombrageux, parce que moins éclaté, moins émétique. Le troisième point, et c'est le point crucial, il s'agit d'amener finalement les khalifs, disons, pour ne pas que l'on se gêne, disons les chefs de cellules religieuses, pour les amener à une coopération plus franche, à une adhésion plus ouverte, à une entreprise plus motivante de tout ce qui est politique publique. Et quand on arrivera à cela, messieurs, honorables membres du jury, mesdames, messieurs, je crois que le Sénégal aura gagné. Les confréries se seront réconciliées entre elles. Et en ce moment, chaque khalife, chaque chef de cellule religieuse ne sera pas seulement pour son clocher, mais chaque khalife sera un khalife pour l'ensemble du Sénégal. Et c'est vers ça qu'il faudrait prendre. Et c'est vers ça que réellement nous croyons qu'il est possible d'y arriver. Je vous remercie pour votre attention, monsieur le juge. Pardonnez-moi si j'ai dépassé le temps. Merci beaucoup, monsieur Wan. Je vais passer la parole à votre directeur Cézanne. Merci. Merci. Avec votre autorisation, je Merci, monsieur le président. Je voudrais, en prenant la parole, tenir des propos assez singuliers. En disant le plaisir et l'honneur que j'ai eu
à co-diriger la thèse de M. Biran Wan. Alors plaisir parce que c'est un travail substantiel et comme un défi que le candidat a eu à relever. Un honneur car le candidat n'est pas un candidat ordinaire. Parallèlement à une brillante carrière militaire, ou autrement pour couronner une carrière de fonctionnaire sénégalais, il a tenu à effectuer cette recherche d'une grande envergure, qui engage à la fois l'homme et ses convictions sociales et religieuses. De ce point de vue, M. Wan s'inscrit dans une tradition familiale, où personnellement j'ai été introduit par des recherches menées entre 1980 et 1990, recherches qui portaient alors sur le Sénégal et sur les langues et cultures en vigueur dans cet espace subsaharien. Ces recherches m'ont tout droit conduit à un ouvrage capital, présenté comme, je cite, une première sociologie de l'univers social que les siècles ont façonné dans les frontières du vieux Tekro. Il s'agit des tout couleurs du Fouta Toro, et ce livre n'était rien d'autre que celui du frère aîné de M. Biran Wan, le nom de ce frère aîné étant Yahya Abdul Wan. Livre publié en 1969 par l'IFAN, instrument de travail indispensable à tout chercheur travaillant sur le Sénégal. Et cet instrument de travail était préfacé par Georges Ballandier. Il est encore aujourd'hui l'un de mes livres de chevet. Voilà donc pour le cadre intellectuel dans lequel se situe la recherche de M. Wan, dont la thèse traite tout particulièrement de l'islam au Sénégal, des confréries et de l'émiettement de l'autorité spirituelle. C'est une thèse qui est très très riche, et de cette très très riche thèse, l'on peut dégager quelques points. Les points suivants. Alors d'une part, une grande tension de la recherche, de votre recherche, tout axé sur une défense et illustration, je pense que nous l'avons entendu dans son texte de présentation, ou dans sa présentation. Alors, une recherche tout axée sur une défense et illustration d'une religion, l'islam, menacée d'intrusion moderniste. C'est un point de la thèse. Alors on pourrait peut-être en discussion revenir sur ce point. Autre point important de la thèse, que la configuration sociale des confréries fait que, je cite la thèse, les adeptes, pour la plupart, sont des néophytes non imprégnés de la théorie islamique qui, selon la thèse, je reviendrai toujours à cette thèse, puisque c'est un travail qui est extrêmement délicat à manier, puisqu'il s'agit de religion et de foi. À l'appui de cette idée, en fait, qu'il faut revenir à la tradition, et pour la thèse, et pour M. Wan, la tradition remonte à Mohammed, vous citez à votre appui, à l'appui de cette idée-là, Amadou Hambateba, à la page 33. Je ne donne pas toute la citation, elle est longue, mais elle est extrêmement intéressante, et si vous le souhaitez, on pourrait revenir là-dessus. Autre point important de la thèse, c'est la volonté de M. Wan, la volonté du candidat, chose extrêmement difficile dans un travail de thèse, volonté de masquer votre appartenance confrérique. Et je pense que nous autres membres du jury avons quand même percé ce mystère. Hein. Nous avons pu savoir finalement votre appartenance. Mais bon, on reviendra sur cet aspect-là, si vous voulez, dans les discussions. Alors, autre point important de la thèse, les figures de marabouts combattants. Bon, vous citez, c'est une thèse qui fait l'effort de systématiser un certain nombre de choses. Et encore une fois, je reviens sur ce fait que le sujet est extrêmement délicat et que la thèse n'était pas facile à écrire. Vous avez fait l'effort de distinguer, d'une part, alors des marabouts combattants, vous citez Cheikh Oumar Al-Fatih, l'Almami Mabadiahou, Ba,
El Hadj Mamadou Lamine Dramé, et parallèlement des marabouts pacifistes. Alors, ces marabouts pacifistes seraient Bounama Kunta, n'est-ce pas, El Hadj Malick Sy, Limamou Laye Thiaw, Cheikh Ahmadou Bamba. Ce sont des classifications sur lesquelles on peut parfaitement revenir et que l'on peut aussi parfaitement remettre en question. Mais c'est votre point de vue, c'est le point de vue de votre thèse. Alors, autre point extrêmement important dans la thèse, c'est que c'est une thèse, qu'on soit d'accord ou pas avec le candidat, une thèse qui reste une thèse très informative, notamment sur l'histoire des confréries, sur la Khadiriya, la Tijaniya, la Layiniya, la Mouridiyya. Le traitement entre ces 4 confréries n'est pas égal dans la thèse. C'est aussi un reproche qu'on pourrait adresser à la thèse. Sur chacune de ces confréries, quoi qu'il en soit, la thèse apporte de précieuses informations quant à leurs fondateurs et quant à leur doctrine. Sans doute aurait-il été possible de réduire, c'est un conseil, les parties historiques, cette faisant état par exemple des croisades. Il me semble que c'est remonté très loin pour une histoire qui, en fait, stricto sensu, ne regarde que le Sénégal. Il aurait fallu être plus bref sur toutes les considérations touchant à la voie moyen-orientale, dans l'islamisation du Sénégal. Je me répète, c'est une thèse qui est délicate à manier, car elle s'appuie souvent sur des citations du Coran, en particulier au chapitre intitulé « Islam et iconolatrie », à partir de la page 192. Mais ici, je voudrais poser une question à M. Wan. Et la question est la suivante. Quelle est votre conviction profonde à ce sujet? Peut-on tenter, ou peut-on éviter les représentations, j'essaie d'avoir des termes extrêmement courants pour la question que je pose, peut-on éviter la représentation de la transcendance? Il me semble, en vous lisant, que vous êtes opposé à cela, c'est-à-dire à toutes les tentatives de représentation humaine, de choses, bon, pour parler de façon très courante, qui appartiendraient en fait à l'au-delà, à la créature, à Allah, enfin bon. Il me semble que, de ce point de vue, votre thèse pourrait être nuancée. Nous lisons de ci, de là, que l'écriture, enfin la calligraphie arabe tout au moins, ou quelquefois la danse des derviches tourneurs, aurait pour fin une simulation à l'échelle humaine de la divinité. Et que la calligraphie ne serait autre chose en fait qu'une tentative de circonscrire en fait l'immatériel. Ce sont des formes d'iconographie, des formes aussi de représentation, toujours à l'échelle humaine. Je n'entre pas dans le détail de cette question. Toujours est-il que la thèse est hautement didactique, aussi bien dans le corps de son développement que dans le sujet qui l'accompagne, que dans le résumé qui l'accompagne. Je veux dire par cela qu'il est rare, je crois que vous avez travaillé tout à fait à l'ancienne. Les étudiants d'aujourd'hui ne présentent pas les thèses de cette manière. Vous avez assorti votre thèse d'un résumé à l'ancienne, extrêmement utile, et qui dit l'essentiel de la thèse, mais aussi l'essentiel de votre engagement. On sait à peu près tout sur l'histoire des daïras, des dars, des commémorations, du wird. J'ai été particulièrement intéressé par ce que vous dites sur le wird, tel qu'il est pratiqué au sein de chaque confrérie. Il reste qu'une question se pose. Le candidat, M. Wan, je vous la pose, êtes-vous en faveur de la séparation stricte de l'État et de la religion?
dans un pays où il me semble que ces deux sphères ont toujours été, ou alors ont toujours entretenu, des rapports ambigus. Hein, je parle du Sénégal. J'ai essayé d'aller plus vite. D'un point de vue purement structurel, le Sénégal est un pays particulièrement religieux, car, note la thèse, il y a, c'est assez impressionnant, 36 000 associations islamiques. C'est un petit pays, le Sénégal. 36 000 associations islamiques reconnues par l'État. Et il me semble que lorsque la thèse en arrive à proposer, je cite, hein, un organigramme d'un Sénégal sans partition confrérique, c'est un titre de la thèse, c'est bien parce que le problème religieux est crucial dans ce pays et, c'est mon point de vue, que ce problème entrave une totale liberté de penser et d'agir. Votre thèse, la thèse, est donc à la fois un travail d'investigation socio-anthropologique et d'autre part une profession de foi. Le candidat, M. Wan, est profondément patriote, je pense que nous l'avons bien entendu dans son texte de présentation, dans sa présentation, ce qui se perçoit tout particulièrement dans les lignes de conclusion de ses recherches, de sa recherche, où il évoque, je cite la thèse, un échange co-fraternel. Hein. Et je lis encore la thèse, il reste l'initiative courageuse à prendre, je cite la thèse, hein, oui, l'initiative audacieuse et salutaire qui réconciliera les Sénégalais avec eux-mêmes au sein d'un islam moins écartelé, celui-là hérité des illustres précurseurs. Là, il y a vraiment un sujet à débattre. Donc, mais je cite la thèse. Bien. Alors, il y a encore des passages de la thèse que je voudrais porter à la connaissance en fait, de l'auditoire, qui sont ceux-ci. C'est les deux dernières phrases de la thèse qui sont extrêmement intéressantes et qui sont celles-ci. Alors, ces initiatives, vous posez une question à la fin de la thèse qui est celle-ci. Qui les prendra, ces initiatives, hein? Bon. Et ensuite, une autre question. Qui sera cet illustre innovateur? Et là, je me suis dit, c'est une thèse qui devient subitement hautement politique. Hein. Bon, enfin, on pourrait revenir sur le détail de ces choses-là. Toujours est-il que je félicite M. Wan. Je félicite M. Wan d'avoir pris le temps d'écrire cette thèse, hein, prouvant ainsi aux jeunes chercheurs que l'effort intellectuel est toujours gratifiant. D'autre part, c'est une thèse que j'ai lue comme l'autre volet, hein, d'un diptyque, hein, un volet constitué par le travail de l'aîné, hein, auquel j'ai fait allusion en prenant la parole, Yahya Abdou-Wan, et le second volet serait votre thèse, hein, qui est, votre thèse, le gage d'une remarquable fidélité à des traditions familiales d'enseignement et de recherche. Voilà, Monsieur le Président. Je vous remercie, M. Deux. Monsieur Wan, vous avez la parole pour répondre. Professeur, vous avez évoqué, en parlant, prenant la parole, vous m'avez demandé que je peux maintenant revenir à je, parce que je sors un peu du cadre protocolaire. Vous m'avez demandé, vous m'avez fait constater que je n'ai pas réservé le même traitement au plan de vue de la longueur pour les différentes confréries. Votre confrère m'a fait le même reproche, il m'a fait la même indication que je n'ai pas réservé le même traitement. Alors, la confrérie sur laquelle je me suis le plus étendu, c'est les Layènes. Ensuite, c'est la Tijania, puis la Khadria, c'est peut-être encore un peu plus drastique. Alors, je me suis contenté, le professeur Lim m'a fait l'observation, sur 7 ou 8 pages, concernant la Mouridia. Je me l'explique de la façon suivante. La Mouridia, elle est, depuis que son fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba, l'a stabilisée, elle a eu, comme on dit, vent en poupe.